La visibilité a rarement été aussi bonne depuis pratiquement une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on a des économies qui se portent bien ou qui sont en phase de redressement et avec des tendances favorables un peu sur toutes les zones géographiques. Alors évidemment, la première zone, c'est les US. Les US qui rentrent dans leur 8e année de croissance. Et ce cycle de croissance est probablement amené à se prolonger grâce aux mesures qui ont été promises par le nouveau président Donald Trump. Si on regarde les autres zones géographiques, deuxième zone principale, la Chine et les alentours, la Chine, sur laquelle il y a eu beaucoup de questions ces derniers trimestres, on s'aperçoit que finalement l'activité résiste extrêmement bien, et notamment la consommation, sachant que la Chine aujourd'hui c'est un pays qui a tendance à s'occidentaliser, évidemment dans son comportement, mais de manière un peu plus importante aussi dans la construction du PIB. Aujourd'hui, la Chine, c'est à plus de 50% des activités tertiaires et de la consommation. Donc il y a une inertie beaucoup plus forte qu'auparavant sur la croissance économique qui n'est plus seulement soutenue par des subventions gouvernementales. Deuxième élément important, c'est évidemment tous les pays qui gravitent autour de la Chine, les pays émergents ou les pays d'Asie. Alors eux, ils ont bénéficié du rebond des matières premières ces derniers mois, donc ça va mieux, ils respirent mieux. Et le deuxième élément, c'est que pour beaucoup de ces pays qui sont endettés en dollars, la stabilisation du dollar, voire un affaiblissement du dollar est une bonne nouvelle, parce que ça limite le stress. Et dans la zone euro, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que tous les indicateurs pointent vers une accélération de la croissance. Alors celui qu'on regarde le plus souvent, c'est le PMI, c'est-à-dire que c'est un indicateur avancé de la croissance du PIB, et il est au niveau les plus élevés depuis 2011, et il est encore en accélération, ce qui a tendance à montrer que l'économie sous-jacente et que le PIB devrait enregistrer une accélération. Même en France, la confiance des consommateurs n'a pas été aussi élevée depuis 10 ans. Donc c'est quand même un signe qui, à notre sens, est très encourageant. Et la confiance du consommateur, évidemment, elle est primordiale, parce que si on veut que des cercles vertueux se mettent en place, il faut que, un, les entreprises investissent et que, deux, les consommateurs consomment. Et la confiance des consommateurs, c'est aussi évidemment le reflet de la situation de l'emploi. Et aujourd'hui, vous avez aux États-Unis une situation de plein emploi qui génère des hausses de croissance et des améliorations du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est évidemment une bonne chose. Et en Europe, vous avez aussi un certain nombre de pays qui sont au plein emploi. Et vous avez d'autres pays où le taux de chômage est un peu plus élevé, mais où les créations d'emplois sont extrêmement nombreuses. Mentionnons par exemple l'Espagne. Alors si on prend les principaux risques aujourd'hui, évidemment celui qui nous vient le plus rapidement à l'esprit, c'est le risque politique. Dans ce risque politique, celui que tout le monde regarde actuellement, c'est le risque lié aux élections françaises. L'année dernière, on a eu plusieurs chocs politiques. On a eu d'abord le Brexit, on a eu les élections italiennes et l'élection de Donald Trump, qui étaient trois événements qui n'étaient pas franchement attendus, qui étaient trois événements qui étaient énormément craints par les opérateurs de marché, et finalement trois événements qui ont été très bien absorbés. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été très bien absorbés? C'est que finalement, et ce n'est pas une mauvaise chose, et je trouve que c'est assez illustratif de ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que l'année dernière, on commençait déjà à voir des signes d'amélioration de l'économie, et les investisseurs commencent enfin à prendre un peu de recul par rapport au risque politique, parce que finalement, on s'aperçoit aussi que, comme je l'ai un peu mentionné, le risque politique, il est de plus en plus présent et il est tout le temps présent. Et deuxième chose, peut-être aussi que c'est le signe que le politique a de moins en moins d'impact sur l'économique. Parmi les autres risques qu'on peut mentionner, mais qui sont plutôt des bons risques, mentionnons l'inflation, parce que l'inflation aura des répercussions importantes sur beaucoup de données économiques sous-jacentes. Je vous rappelle qu'encore il y a un an, on était en train de combattre la déflation. Et aujourd'hui, on est dans une situation où beaucoup de pays sont en train de s'approcher d'une inflation à 2%, qui est l'objectif de la plupart des banques centrales. D'où des discours des banques centrales un peu moins accommodants et des anticipations de hausse de taux. La première question, c'est les marchés ont déjà rebondi un peu, enfin en tout cas les marchés actions ont déjà pas mal rebondi depuis le mois de décembre. Donc est-ce que cette première jambe de hausse, elle se justifie? La réponse pour nous, elle est clairement oui. La dynamique des résultats des entreprises européennes est sur une bonne tendance. C'est-à-dire que alors que ces 5 dernières années, on avait eu tendance à réviser à la baisse en permanence, à être déçus par les publications des entreprises,
depuis mars 2016, c'est-à-dire depuis un an, on est enfin arrivé sur une stabilisation des anticipations, donc c'est déjà une première étape. Et avec l'accélération potentielle de la croissance économique en Europe, on pense que les entreprises pourront commencer éventuellement à nous envoyer des signaux un peu plus positifs dans les prochains trimestres qui justifieront une nouvelle jambe de hausse des marchés actions. Et très clairement, il n'y aurait pas le risque politique que nous subissons aujourd'hui à cause des élections françaises. Je pense que le marché actions serait déjà plus haut. Aujourd'hui, clairement, on pense qu'il faut rester investi parce que les niveaux de valorisation par rapport aux perspectives de croissance économique en Europe sont tout à fait cohérents avec l'histoire. Les marchés ont extrêmement bien résisté avec l'incertitude politique que nous subissons actuellement. Et pour nous, c'est vraiment le signe qu'une fois que cette incertitude sera dissipée, il y a clairement de la place pour que les marchés actions européens continuent de monter, notamment aidés par le retour des investisseurs anglo-saxons qui ont été totalement absents ces derniers trimestres et qui, à notre sens, reviendront sans doute assez fortement sur le marché européen, notamment parce qu'ils bénéficient d'un dollar fort qui leur permettra d'acheter des actions européennes à un prix encore moins élevé. Comme nous sommes dans un contexte où nous anticipons que les taux vont continuer à monter graduellement tout au long de l'année, nous privilégions les obligations qui offrent un rendement supérieur à 3%, c'est-à-dire les obligations au rendement, d'abord parce qu'elles offrent un rendement satisfaisant, et ensuite parce que dans un contexte de hausse des taux, paradoxalement pour l'instant, c'est celles qui résistent le mieux, parce que c'est celles qui sont les moins corrélées à une hausse de taux sous-jacent. Nous sommes également toujours très positifs sur les obligations à taux variable, parce qu'évidemment, dans un contexte de hausse de taux, les obligations à taux variable ont l'avantage de suivre la hausse des taux et ne pas être impactées négativement par une hausse des taux. Et enfin, les obligations convertibles qui présentent l'avantage d'être entre les deux mondes, c'est-à-dire entre les actions et les obligations, et donc qui bénéficient à la fois d'un rendement et d'une éventuelle hausse des marchés actions sous-jacents.